Et bonjour tout le monde, bonjour aux participants au webinaire. Alors, c'est la première conférence scientifique de l'année et un sujet nouveau, un thème d'actualité toujours. Notre conférencier va vous être présenté par le directeur du département de médecine sociale et préventive, le docteur Pierre Durand, que je vais inviter immédiatement à venir présenter notre conférencier et ensuite il pourra procéder. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci de venir aussi nombreux à cette présentation, surtout en webinaire. Alors, c'est un plaisir et un immense privilège pour moi de présenter Michel, qui est professeur agrégé au département de médecine sociale et préventive et chercheur dans le centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Alors, Michel a une solide formation en épidémiologie nutritionnelle, et des études postdoctorales qu'il a fait aussi à Harvard, au TH School of Public Health, où il est toujours professeur invité, je pense, professeur associé. Il s'est distingué par sa recherche sur différents enjeux, les boissons sucrées, et avec le projet Viséo, c'est vraiment une réappropriation de l'eau. Il se veut un catalyseur pour remettre à l'ordre du jour cet enjeu qui est majeur, la qualité de l'eau, en substitut de nos boissons sucrées certainement, mais surtout aussi pour viser à ce qu'à l'échelle du Québec, on revalorise cette ressource naturelle qui est la nôtre et qui reste un enjeu majeur en santé publique. Alors, sans plus attendre, merci Michel d'être avec nous aujourd'hui. C'est une conférence de nature un peu spéciale où on voit que certains chercheurs s'investissent énormément dans le milieu pour changer les pratiques en regard de l'hydratation vers l'eau. Alors, visons haut, c'est ça? Merci, patron. C'est un privilège, en fait, de travailler avec quelqu'un comme Pierre-Jacob Durand, qui a été pendant de nombreuses années, et qui l'est encore, le directeur du département. C'est un grand privilège de travailler avec des gens comme toi, Pierre. On dit patron, mais comme modèle. Donc, j'ai eu cette chance-là dans ma vie d'avoir quelqu'un à mes côtés comme toi pour nous épauler et épauler mes collègues. Ça fait plaisir d'être là. Merci. On a quand même un horaire très serré, donc on va procéder à la présentation. Juste pour les gens en webinaire, peut-être uniquement vous mentionner, étant donné le caractère un peu confidentiel du projet Viséo actuellement, vous allez comprendre au cours de la présentation que l'intervention est toujours en cours. Donc, on doit préserver finalement certains outils pour les écoles qui sont non exposées, qu'on dit école contrôle. Donc, les vidéos, malheureusement, vous ne pourrez pas les voir parce que la présentation comme telle va être diffusée sur une plateforme suite à la présentation. Donc, sans plus attendre, on passe. Bien sûr, je n'ai pas de conflit d'intérêt et aucun intérêt pour les conflits. Je vais commencer un peu de la manière qu'on commence avec ou des activités qu'on fait dans les écoles avec le projet Viséo, avec les enfants. Donc, je vais vous lire une petite histoire. En fait, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui avait écrit ça. Toujours le Petit Prince. « Bonjour, dit le Petit Prince. »« Bonjour, dit le marchand. » C'est un marchand de pilules perfectionné qui apaise la soif. On en avait une par semaine et on n'éprouve plus le besoin de boire. « Pourquoi donc tout ça? » dit le Petit Prince. « C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs, on épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes? On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le Petit Prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Donc, ici, je vous laisse un petit moment de réflexion pour creuser finalement un peu ce que l'auteur voulait nous dire ou les différents messages qui sont derrière cet écrit qui est formidable d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc, si vous voulez vous essayer, si vous avez des mots, il n'y a pas de mauvaise réponse. D'après vous, quel était le thème, un thème qui pourrait être exploité à travers cette écriture? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit rapidement? Le plaisir de se désaltérer. Le plaisir de désaltérer. L'accès à de l'eau. On pourrait parler aussi de marchandisation. Marchandisation de l'eau, qui est un thème assez d'actualité, auquel il va falloir sûrement plonger. Alors, le plan de la présentation aujourd'hui, donc on va parler de Viséo, qui nous sommes, pourquoi on existe, et
ce qu'on fait et comment on va le faire. Donc d'abord, Viseo, en fait, c'est un regroupement de 7 universités. On est actuellement, je dis actuellement parce qu'il y a probablement d'autres chercheurs qui vont s'y joindre avec les projets qui vont se développer. Donc 14 chercheurs, dont 8 chercheurs et professeurs de l'Université Laval. On a aussi une dizaine de personnes qui travaillent à différentes périodes dans le projet pour assurer justement les bonnes relations avec les écoles avec lesquelles on travaille. Donc, pour nous, en partant, c'était, ça l'est encore toujours, c'est illogique pour nous que l'eau potable non embouteillée finalement, ne soit pas le premier choix d'hydratation, que ça ne soit pas le choix par défaut. Ici, vous voyez dans la présentation, il y a plusieurs illustrations où on montre, vous savez, on construit des nouveaux parcs pour enfants où on a des jeux d'eau. Puis quand vous regardez ces parcs-là, bien sûr, l'eau est recyclée pour que les enfants puissent jouer à l'intérieur, mais vous regardez aux alentours et il n'y a pas de fontaine d'eau pour s'abreuver. Les jeunes mères vont dans les parcs pour enfants, il fait chaud, aucun abreuvoir. Ici, vous avez la piste cyclable de Québec. C'est pas une fontaine qu'on voit, on voit une machine distributrice Pepsi. Puis les fontaines qui sont dans les places publiques, il faut les trouver. Et souvent, là, on voit l'enfant qui met probablement sa bouche sur la fontaine, mais on voit souvent des chiens boire dans les fontaines. Donc, il y a un sérieux problème et on voit une disponibilité importante de boissons sucrées ou autres boissons de l'industrie. Donc, aussi, on peut se poser la question, pourquoi payer pour quelque chose qui devrait être gratuit? Donc, pourquoi payer pour de l'eau potable alors que c'est un bien commun? Donc, et aussi, pourquoi nuire à notre santé? Parce que les boissons sucrées, c'est bien démontré que c'est nuisible à la santé. Mais c'est pas uniquement nuisible à la santé humaine, mais aussi nuisible à la santé de la planète. Donc, pour nous, c'était illogique. Donc, notre vision chez Viseo, c'est que le choix numéro 1 des humains, ça doit être l'eau potable. Un bien commun. On va rappeler d'abord ce qu'est l'eau. Je vous inviterai à lire peut-être Riccardo Petrella, qui est un économiste italien qui a écrit énormément sur l'eau. D'abord, ce qu'il faut savoir, pas d'eau, pas de vie. La vie est apparue dans les premiers océans il y a à peu près 4 milliards d'années. Donc, la vie est intimement reliée à l'eau. Et Riccardo Petrella, je pense qu'il le dit bien, il dit l'eau vitale. Donc, l'eau, c'est l'élément essentiel à la vie de toute espèce vivante. Elle est vitale, donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'eau vitale, et non substituable. Il n'y a rien qui se substitue à l'eau. Et par conséquent, elle est un bien commun. Et comme le disaient les Romains il y a 2000 ans, on dit qu'elle est une res publica, donc un bien commun. Personne ne devrait en être privé, quelle que soit la raison éventuellement invoquée. Et aussi, au Canada, et particulièrement au Québec, on a cette perception que l'eau douce, elle est illimitée. Il y a eu un rapport qui a été publié dernièrement par 22 universités. En fait, c'est l'Université de Waterloo et Saskatchewan qui ont mené un peu le bal. C'est Global Water Future, le regroupement, où on a un des directeurs qui disait qu'on a apprécié le luxe du mythe de l'abondance illimitée de l'eau douce au Canada, mais le Canada n'est pas un pays où la sécurité de l'eau est assurée. Il y a plusieurs raisons dans le rapport, on le mentionne très bien. Et aussi, tous les changements climatiques dépassent rapidement les politiques d'utilisation de l'eau, qui n'ont pas changé depuis des décennies. Puis la mosaïque aussi de juridictions qui sont un peu rivales, parce qu'il y a plusieurs ministères qui sont impliqués, éventuellement, plusieurs provinces aussi. Donc, qui les créent, ça ne bouge pas assez vite pour s'adapter. Donc, on est à une période où il faut vraiment se poser des questions à l'égard de l'eau. Et puis se responsabiliser, je pense comme Québécois à travers la planète, étant donné qu'on est détenteur d'une bonne partie de l'eau douce sur la planète, je pense qu'on doit être des leaders. Et des leaders veut dire montrer l'exemple et le bon exemple. Donc, notre mission chez Viseo, donc on se dit un mouvement catalyseur, donc on veut catalyser des changements, catalyser des actions. Notre principale mission, c'est de rendre l'eau potable plus accessible, donc on en a parlé un peu tantôt, surtout la rendre plus attrayante, donc on rend plus dans les aspects de marketing, et mieux publicisée, et aussi au détriment de l'eau embouteillée et des boissons sucrées. On va revenir aussi à la notion d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2010, l'eau est reconnue par les Nations Unies comme un droit humain, un droit à l'accès à l'eau, c'est un droit humain. Donc, ça fait partie des devoirs. Il y a deux grands types d'eau. On dit l'eau
pour la vie. Donc, l'ONU suggère, et d'autres organisations comme l'OMS, 50 litres par jour pour ce qu'on dit qui est l'eau pour la vie, donc l'eau potable, l'eau pour l'hygiène, l'eau pour la santé et les autres fonctions domestiques. Si jamais ça vous intéresse, on pourrait peut-être mettre le lien. Il y a eu, les années passent tellement vite, en Afrique du Sud, un risque de pénurie importante d'eau, et puis ils ont déclaré comme un état d'urgence, où ils appelaient ça le Day Zero. Donc c'était le moment où il fallait restreindre les individus à 25 litres par jour. Ils ont été restreints à 50 litres par jour, mais il y avait une alarme, si on veut, à l'égard d'une possibilité d'avoir 25 litres de restriction par jour. Et il y a un journaliste qui a fait l'effort de voir ce que ça représente, les efforts de consommer 25 litres par jour pour sa petite famille et lui. Ils étaient 3, donc 75 litres par jour. Et c'est assez impressionnant comment il faut faire attention. Parce que si vous prenez une douche de 5 minutes, ben c'est déjà 75 litres d'eau utilisée. Donc, on ne fait pas très attention à cet égard-là, et je pense que c'est une belle activité pour prendre conscience finalement que oui, on utilise beaucoup de l'eau potable, malheureusement, pour certaines applications. Et l'eau pour la sécurité de l'existence collective, donc l'eau qui est pour la production agricole, parce qu'il faut savoir qu'on utilise l'eau pour pratiquement toutes nos activités. Donc, l'eau pour la production agricole, qui est un très gros consommateur, l'activité industrielle, la production d'énergie, pour les activités de tourisme et de loisirs. On a différentes catégories. L'ONU recommande environ 1700 mètres cubes par année. Les mètres cubes, il faut multiplier par 1000. Donc, on parle de 1,7 million, finalement, de litres par année. Et on parle de pénurie quand on est entre 1000 et 1700 mètres cubes. Et on parle de stress hydrique quand on est en bas de 1000 mètres cubes par an. Ce qu'il faut savoir, ce qui est prévu et ce que les chercheurs dans le domaine et les grands de ce monde, c'est qu'il est prévu que probablement en 2030, c'est dans 10 ans, 2030, hein, c'est très rapide, 3,8 milliards de personnes sur Terre vont probablement être en stress hydrique. Et ça représente 80% de ce qu'on appelle les BRICS. BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc, c'est pratiquement la moitié de la planète qui, dans 10 ans, seront probablement en stress hydrique. Quand je vous disais qu'il fallait se poser la question, se positionner comme pays, comme province à l'égard de l'eau potable, je pense qu'il est un peu le temps. Et puis, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer Bernard Landry avant son décès, quelques années avant son décès. Et puis, j'ai eu la chance de discuter de ces enjeux politiques-là à l'égard de l'eau avec lui. Et puis, il a été très clair. Il dit qu'il faut avoir cette discussion-là avant que la planète commence à avoir soif. Et puis, je pense qu'il faut commencer à se dépêcher parce que la planète elle va avoir soif très bientôt. Les différentes stratégies, on en parlait un peu dans la présentation. Donc, on a 3 grandes stratégies dans le projet Viséo. D'abord, on adresse les déterminants commerciaux de la santé. Je vais en parler dans quelques instants. Quelque chose qui est cher pour moi, je pense que Pierre pourra en confirmer, le plaisir épicurien et la science gastronomique qui est au service de l'eau. Il y a un superbe article qui a été écrit par Pettigrew où on parle justement que le plaisir serait probablement le 5e P du marketing. Donc, on a plein d'outils. Et aussi, on a développé avec l'aide d'un de mes collègues, Slim Adab, une théorie du changement. Et puis, tout ça est englobé finalement dans une grande stratégie qui veut qu'on arrose les fleurs et non les mauvaises herbes. Donc, pour nous, le bon comportement, c'est l'eau potable non embouteillée, et donc c'est vers là qu'on veut, et c'est ce qu'on favorise, mais on prend en considération quand même les mauvaises herbes. Donc, déterminants commerciaux de la santé, c'est un petit article de 2 pages dans le Lancet qui a été publié en 2016 par Kirk Bush. Sa définition des déterminants commerciaux de la santé, donc c'est les stratégies, les différentes approches qui sont utilisées par le secteur privé pour promouvoir les produits et les choix qui sont préjudiciables à la santé. Donc, tout ça passe par des vecteurs, ou en anglais on dit des drivers, ou des canaux par lesquels les entreprises propagent finalement la pandémie de maladies non transmissibles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu environ 3 vecteurs ou 3 facteurs qui sont interdépendants, qui ont modifié finalement le paysage mondial des affaires et de la consommation. Le premier facteur qu'on voit ici, qui est
l'élargissement finalement de la couverture du marché de la part des entreprises, la poursuite ensuite de l'internationalisation du commerce et des investissements et une augmentation de la demande. Donc tout ça a fait en sorte que l'industrie, notamment dans le domaine alimentaire, a une influence de plus en plus importante et des capitaux de plus en plus importants et ils se permettent et ils ont la capacité d'influencer différents canaux dans le marketing qu'on connaît tous. Donc, pour augmenter l'attrait et l'acceptabilité des produits qui sont malsains. Aussi, leur capacité d'influencer les chaînes alimentaires. Donc, une augmentation de leur influence. Le lobbying, on connaît bien la raison du lobbying, principalement pour entraver les obstacles politiques et retarder des décisions politiques. Les corporations de citoyens qui ont comme pour but de détourner l'attention du public et aussi blanchir la réputation ternie de certains industriels. Et tout ça, en bout de ligne, va influencer l'environnement social dans lequel on vit, donc nos milieux de vie, nos milieux de travail. Ça fait en sorte que certains produits sont disponibles, deviennent comme le choix par défaut finalement. On développe une certaine désirabilité culturelle pour des produits malsains. Et tout ça va influencer l'environnement des consommateurs, donc va influencer les modes de vie et les choix et la vie de tous les jours et directement finalement la santé. Je donne un exemple. C'est une belle photo que j'ai prise cet été à Canada Wonderland. Pour la modique somme de 16 $ par jour, si vous achetez le contenant, vous pouvez vous remplir de Coca-Cola toute la journée. Et ça pour seulement 16 $. Donc, un contenant d'à peu près 7 à 800 ml. Donc, on imagine que les gens vont y aller au moins 2 fois. Donc, 1,5 litre de boisson gazeuse par jour. Et si vous êtes encore plus futé, finalement, vous pouvez payer 33 $ pour l'année et puis vous pouvez vous remplir de boissons gazeuses. Quelque chose qui m'a étonné, et puis j'ai été surpris, je pense qu'il faut revenir vers ce logo-là. Aliments préparés Québec, on a quand même la volonté de favoriser les produits locaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, les aliments du Québec, mais aussi les aliments préparés du Québec, je m'excuse, mais c'est complètement ridicule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la filière agroalimentaire québécoise, une OSBL, finalement, qui a été fondée par l'industrie, qui met le logo Aliments préparés du Québec sur du Coca-Cola ou du 7-Up. Pour ma part, à moi, c'est complètement absurde. Donc, quand on parle d'environnement alimentaire, ben, je pense qu'il y a un endroit où il faut agir. Autre point, moi je le vois tous les jours. Donc, c'est une école tout simplement qui a été construite il y a quelques années. C'est l'école de l'Étoile à Saint-Nicolas où j'habite. Et puis, ils ont construit un McDonald's à peu près à 200 mètres de l'école. Donc, comment est-ce possible en 2019? Puis récemment, je suis passé à course à pied en faisant du jogging tout près. Puis, dans la cour d'école, ça sent la patate frite. Donc, comment est-ce possible? Comment on peut investir autant dans la promotion de la santé et faire autant d'efforts dans le domaine de la santé puis laisser des choses agir comme ça? Certains vont dire, et c'est des réponses que j'ai obtenues, que la loi est faite que s'ils se construisent sur un territoire qui est industriel, ben, ils ont le droit, si l'école a été construite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie, elle, ne réagit pas de la même manière que nous, on peut réagir. Ici, je vous présente une situation qui s'est passée il y a quelques années aux États-Unis où c'était quand Obama était au pouvoir. Ils ont voulu rechanger finalement la loi pour les cafétérias des écoles scolaires aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'époque Reagan, ils avaient reconnu que 15 ml de sauce tomate équivalait à un quart de tasse de jus de tomate. Et puis là, ils voulaient changer ça. Ils voulaient mettre vraiment une quantité de sauce tomate pour la pizza parce que la pizza est reconnue comme un légume. Parce que ça contient 15 ml de sauce tomate. Donc, ils ont voulu changer la chose, mais l'industrie ne s'est pas laissé faire. Ils ont monté tout un marketing, toute une campagne, et puis tout simplement qu'un quart de tasse, finalement, de sauce tomate sur une pointe de pizza, finalement, ça serait plutôt une soupe avec la pizza. Donc, ils ont été capables de renverser la situation. Donc, pourquoi l'industrie est capable de renverser des situations et nous, comme organisme de santé publique ou gens de santé publique, on n'est pas capable de faire changer les lois ou faire changer ces choses-là? Parce qu'on investit énormément, on fait beaucoup de progrès, on a des beaux programmes, mais on perd un peu de terrain quand on laisse l'industrie s'installer à côté des écoles. Juste pour vous donner un exemple, le McFlurry, que peut-être certains d'entre vous connaissent,
D'après vous, combien il y a de cuillères à thé de sucre dans un McFlurry? C'est tout petit, hein? Tout petit. C'est un petit dessert latte que les enfants achètent et qui sont très achalants envers leurs parents. C'est un produit qui est très promu par McDonald's. C'est gros comme un café. Pensez à votre café. Imaginez si vous mettez 20 cuillères à thé de sucre dans votre café. Donc, c'est ça, un McFlurry. Vous croyez que c'est normal? C'est pas un aliment, on ne devrait jamais appeler ça un aliment. Alors, il ne faut pas s'étonner quand l'OMS dit que l'obésité infantile ne découle pas de choix de vie effectués par les enfants. Il découle vraiment d'environnements qui sont créés par la société, dont on fait partie, et soutenus par les politiques gouvernementales. C'est des enfants qui existent, hein, c'est des enfants des îles Samoa, mais je pourrais dire qu'on pourrait avoir le même type de photos chez certains peuples autochtones. Nouvelle stratégie de Pepsi cette fois-ci, ils sont en train de tester des nouvelles machines. Ce qui est étonnant dans la photo, c'est qu'on voit une vraie fontaine à côté d'eau potable. Et donc, pour la modique somme de 2 $ canadiens, vous pouvez remplir votre bouteille maintenant à une fontaine d'Aquafina dans l'État de New York. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, pour les boissons sucrées ou les compagnies de boissons sucrées, l'eau embouteillée est rendue un produit finalement qui est vendu pour des aspects de santé, aussi pour des aspects de sécurité. On dit qu'elle a meilleur goût, bien que la plupart des tests, les gens ne sont pas capables de distinguer, qu'elle est pure, qu'elle est naturelle, que c'est un choix, surtout écologique. On va même, avec Fiji, dire goût de paradis. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 25 à 50% des ménages boivent comme principale source d'eau, de l'eau embouteillée. Donc, comment est-ce possible de vendre autant d'eau alors que l'eau appartient à tous? C'est un bien commun, même d'en apporter d'un bassin versant. Donc, l'eau de Fidji, ça vient de très loin, alors que nous, on a 100 000 lacs au Québec. Donc, comment est-ce possible? Puis, c'est sûr qu'il y a toute l'histoire du marketing qui sont rendus très importants. Et je vous donne une publicité qui est assez drôle. En fait, c'est une eau qui s'appelle Cloud Juice, donc jus de nuage, si on veut. Et puis, leur promotion, c'est que cette bouteille-là contient 4875 gouttes d'eau de pluie. C'est fou comment le progrès progresse. Donc, il y a aussi toute l'histoire de perception. En fait, c'est depuis longtemps que l'eau, et puis même en épidémiologie, moi quand j'enseigne les premiers cours d'épidémiologie à nos étudiants en médecine, je leur parle de la Tamise et de John Snow et toute l'histoire du choléra. Donc c'est relié à l'eau. Donc l'eau a toujours eu un peu mauvaise presse pour plusieurs raisons, parce qu'elle est essentielle, mais aussi parce qu'on y jette des déchets. Mais c'est une vieille publicité, on dit l'eau, elle est partout, mais est-ce qu'elle est sécuritaire à boire? Donc c'est toujours l'enjeu de perception à l'égard de l'eau, elle existe depuis toujours et c'est toujours un risque qui est présent. Je vous présente, en 2005, Eau de Paris a été lancé, ils ont fait une grande promotion, ils ont donné environ aux Parisiens, surtout les restaurateurs, 30 000 pichets comme ceux-ci, maintenant ils en ont des nouveaux. Et puis, je vous montre ce que l'industrie a eu comme réponse. À l'époque, c'est Cristalline, donc qui sont revenus avec force, je dirais, contre Eau de Paris, qui ont dit, qui prétend que l'eau du robinet a toujours bon goût ne doit pas en boire souvent. Ils sont même allés à mettre un bol de toilette, je ne bois pas l'eau que j'utilise. Donc, pour lancer l'image aux citoyens que l'eau potable de la ville de Paris, c'était de l'eau qui était recyclée des toilettes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, Eau de Paris ont eu gain de cause. Donc, le juge a émis un verdict sévère à l'égard de Cristalline. Ils ont dû rembourser, ils ont dû s'excuser publiquement. Donc, ils ont créé finalement un préjudice. On ne peut pas s'attaquer à un bien, finalement, comme l'eau potable. Ce qui est important aussi, tout le Québec a subi les soubresauts de l'histoire de la contamination au plomb là, et les mesures de plomb dans l'eau potable, particulièrement au niveau des écoles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut faire la promotion de l'eau potable, il faut assurer la qualité.
Et puis, avec tout ce qui s'est passé, je pense que c'est quelque chose qui est une prémisse immensément importante. Donc, la promotion de l'eau ne peut pas se faire sans l'assurance de sa qualité. Et puis, oui, effectivement, Viseo n'avait pas comme objectif de mesurer la qualité de l'eau, mais si on veut faire la promotion de l'eau comme bien commun, comme produit de premier choix, je pense qu'il faut s'assurer de sa qualité. Autre question, est-ce que vous seriez prêt à payer 2100 $ pour une pomme? Sont délicieuses. C'est des pommes délicieuses d'ailleurs. C'est un peu absurde comme prix, hein, vous pensez. Le FRQ, notamment le détecteur de rumeurs, donc le Fonds de recherche du Québec, on fait quelques publications sur l'eau embouteillée notamment. Ils ont fait des calculs que si vous consommez 2 litres d'eau par jour et que vous achetez votre eau, de l'eau embouteillée, donc à 2 $ le litre, fois 365 jours par année, donc ça vous revient à 1500 $ par année. Et si vous avez le même volume de consommation et vous prenez de l'eau potable, ça vous coûte 50 sous. Donc, si vous achetez de l'eau potable, ça vous coûte 3000 fois le prix. C'est sûr que l'effet multiplicateur est sur un prix qui est très bas à la base, mais c'est le calcul pour la pomme. Donc, si une pomme environ peut valoir 70 sous, et si vous la multipliez par 3000, donc ça vous fait une pomme à 2100 $. Donc, pourquoi on accepte un tel facteur multiplicatif pour l'eau et que pour la pomme, ça serait illusoire? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 25 à 40% de l'eau embouteillée, c'est de l'eau du robinet. Donc, les gens payent 2 fois l'eau. Maintenant, si on tombe un peu sur les boissons sucrées, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ingrédient principal des boissons sucrées, c'est de l'eau. Et quand on parlait de politique désuète, au Québec, les redevances sur l'eau, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens vont payer 0,07 $, donc environ 7 sous le 1000 litres, si ces gens-là prennent 75 000 litres par jour et plus. Donc, si les gens prennent 3 piscines et moins par jour, ils n'ont pas de redevance à payer, mais s'ils prennent plus de 75 000 litres par jour, ils vont payer environ 7 sous le 1000 litres. C'est un prix dérisoire, on pourrait même dire que c'est du vol public. Donc, il faut absolument revoir ce prix-là, et si vous essayez d'avoir les informations, à savoir qui sont les grands utilisateurs de l'eau, ben, il faut vous prendre longtemps d'avance parce que c'est très long. Donc, pour ma part, à moi, c'est insoutenable comme situation. Et aussi, ben là, l'eau, après ça, on va la polluer, effectivement, avec du sucre et des édulcorants, d'autres substances, des colorants. Et en plus, on va utiliser des contenants en plastique. On va faire du transport, donc on va utiliser une ressource non renouvelable, l'essence, et on va faire beaucoup de marketing et du lobbying. Donc, finalement, si on rechange la perception à l'égard des boissons sucrées, on pourrait dire que c'est une eau qui est polluée et polluante. Puis on pourrait même ajouter une eau volée aussi. Viseo a 3 grands chantiers. On va parler de Viseo à l'école primaire, donc touche plus les enfants d'âge scolaire. Puis on parlera des autres parties par la suite. Donc, ce qu'il faut savoir pour Viseo à l'école, on a 2 sources de financement. Premièrement, le ministère de la Santé et des Services sociaux, notamment dans le plan d'action interministériel, le PAI, et la politique gouvernementale de prévention en santé. Et aussi la stratégie québécoise de l'eau du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Viseo, grâce à mon collègue Slim Haddad, on a développé une théorie du changement. Donc, c'est notre guide d'intervention. Ici, c'est aussi notre guide pour l'analyse d'implantation. Donc, la théorie du changement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que je vous invite à prendre le temps de faire des lectures. Ça nous permet de structurer des interventions. En fait, on peut le voir comme un scénario de ce qui devrait arriver. Ça explique de quelle façon l'intervention devrait produire ses résultats attendus. Ça définit la séquence des événements qui devraient avoir lieu suite à l'intervention. On peut parler de logique du programme au modèle logique, c'est la façon dont on en parle.
Ça décrit les mécanismes de changement, on formule les hypothèses, ça définit les risques et les contextes aussi. Je vous ai mis en fait, juste un sous-objectif là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut prendre une stratégie horizontale, on peut prendre une stratégie verticale. Donc, on va le lire du bas jusqu'en haut. Donc, on a les intrants, donc les ressources, les disponibilités financières, le personnel, le temps. Et on va avoir des catégories d'activités qu'on va décortiquer en différentes petites catégories. Donc, les liens avec l'école dans le cas présent, avec les conseils d'établissement, les écoles exposées, l'installation de fontaines vidéo, donc l'installation, la réfrigération, les fixes, les distributeurs automatiques, des fontaines qui sont décolorées, qui sont colorées avec des décalques, fournir un guide d'entretien. Et ensuite, on a la distribution du matériel, donc fournir des bouteilles de haute qualité pour les équipes écoles et les enfants, fournir des mini-bouteilles aussi pour les enfants, distribuer des guides et des affiches de bonnes pratiques pour les fontaines et les bouteilles. Donc, tout cet ensemble d'activités-là va vers un objectif qui est augmenté, je m'excuse pour l'acronyme, EPNE, c'est la eau potable non embouteillée. Donc, tout ça a pour but d'augmenter l'accès à l'eau potable non embouteillée. Donc, ça, c'est une catégorie d'activités qui va aller directement vers cet objectif-là. Et on a plusieurs catégories d'activités qui ont été construites pour aller vers un objectif. Mais comme vous pouvez voir, on a plusieurs objectifs. Donc, augmenter l'accès à l'eau potable non embouteillée, valoriser l'eau potable non embouteillée, défavoriser les boissons sucrées, et puis on a un petit nouveau là, qui est plus vert, qui est une consommation éco-responsable. Donc, si on atteint un objectif, si on atteint 2 objectifs, 3 objectifs, 4 objectifs, normalement, on devrait atteindre notre but final, qui est favoriser la consommation saine et responsable de boissons chez les enfants à l'école primaire, et pour atteindre la finalité qu'on vise, donc qui est améliorer la santé des enfants et de la nature dans les écoles primaires. Donc, ça prend beaucoup de temps à construire tout ça, mais c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de fixer des activités à des objectifs. C'est vraiment intéressant et c'est une activité qu'on a trouvée très, très pertinente. Donc, Viséo à l'école, c'est quoi? Donc, c'est un projet de recherche de 3 ans. La population, c'est 3 commissions scolaires. Commission scolaire de Portneuf, des Appalaches et Première Seigneurie. La population, c'est tous les enfants de maternelle jusqu'à 6e année, donc tous les enfants de cette année, et même l'année prochaine, qui sera la 2e année, donc ça va être les nouveaux maternels, et la 3e année, les nouveaux maternels aussi. Donc c'est tous les enfants des 35 écoles primaires du Québec. On parle d'environ 13 600 enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures qu'on va prendre, ça va être uniquement chez les enfants de 1e à 4e année de cette année. Tout simplement parce qu'on doit les suivre pendant 3 ans. Donc, à partir de la 4e année, on peut les suivre jusqu'à la 6e année. Donc, c'est la principale raison, mais je vous rappelle que c'est tous les enfants de tous les âges qui reçoivent l'intervention. Donc, le but est de tester l'intervention Viséo, qui a pour objectif d'augmenter la consommation d'eau potable non embouteillée, diminuer celle des boissons sucrées, et aussi dans une perspective de promotion de la santé, notamment de prévenir le surpoids. Comment on a commencé tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les écoles voulaient avoir le projet Viséo, et puis la façon de les maintenir dans le projet, c'était de lancer finalement l'initiative avec ce qu'on appelle une cérémonie de randomisation. Donc, Benoît Masse, qui est notre statisticien responsable, a créé une liste de 10 000 possibilités, et puis on avait un jeune petit Brésilien qui est venu faire le tirage des boules, et puis c'était des chiffres de 1 jusqu'à 9, et puis c'était avec remise. Donc, les boules qui ont été tirées, vous voyez la ligne, donc c'est la ligne 2186, et cette ligne 2186 établissait l'ordre de randomisation. Donc, il y avait eu 10 000 types de randomisation qui étaient appliqués. Donc, et puis, les personnes qui sont présentes, ce sont des dignitaires de chaque commission scolaire. Donc, on voulait que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et puis que ça s'annonçait. Donc, c'était la façon de faire. Donc, comment Viséo procède? Donc, oui, on a fait un pré-test. Je vais revenir à la fin avec le pré-test. Donc, comme on peut pas installer on pouvait pas installer Viséo dans les 36 écoles la première année, on y va par vague de 12 écoles. Donc, en 2019, il y a 12 écoles qui ont reçu l'intervention complète de Viséo et 24 écoles, en fait, 2 autres vagues, qui sont des écoles contrôle ou des écoles témoins. L'année prochaine, en 2020, on va rajouter 12 nouvelles écoles
il va y avoir 12 écoles témoins, et à la 3e année, ben, tout le monde va recevoir l'intervention. Si bien que les premières écoles vont recevoir l'intervention pendant 3 ans, et la 2e vague va le recevoir pendant 2 ans, et la dernière vague, 1 an. Les mesures. La première mesure qui nous intéresse, qui intéresse aussi le gouvernement, c'est les apports en liquide. Donc, on a développé un outil qui s'appelle le Journal des apports en liquide. On a un acronyme qui s'appelle le JAL, Journal des apports en liquide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en nutrition, l'étalon A ou le gold standard, c'est les journaux alimentaires. C'est quand même assez fastidieux à remplir parce que les gens doivent remplir à tous les jours ce qu'ils consomment. Donc, nous, on a fait un petit compromis, c'est qu'on a établi finalement la liste des différents liquides que les enfants peuvent boire et les adultes aussi. Et puis, on demande aux adultes de remplir un journal, donc qui est posé sur le réfrigérateur. Puis, il y a des erreurs, là. Normalement, on ne voit pas les zéros, mais si l'enfant boit du jus de fruits, ben, le parent doit encercler pour lundi. Oui, il en a bu 1 fois, il en a bu 2 fois. Si on n'a pas bu, ben, il encercle absolument rien. Et on fait ça pendant 7 jours. Et puis, on le fait aussi avec les adultes. Donc, c'est les enfants, c'est les parents qui remplissent le journal avec les enfants et l'adulte doit le remplir lui aussi. Donc, on évalue aussi la consommation des adultes. On a aussi des mesures de bioimpédance. Donc, c'est des machines très sophistiquées qui mesure finalement l'eau corporelle dans le cas présent, qui mesure la masse musculaire, qui mesure aussi la masse adipeuse, mais dans 5 compartiments différents, donc c'est pas le poids global qui est mesuré. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aucun enfant reçoit aucun résultat. On a même une affiche sur la machine, mais c'est trop compliqué. De toute façon, la machine fournit énormément de résultats. Les enfants sont invités 2 à 2 sur les machines, et en même temps que tout ça se passe, il y a une activité littéraire. Donc, il n'y a aucune comparaison qui existe pour les résultats. Il n'y a jamais un résultat qui va être donné. Comme mesure, ça peut vous paraître bizarre. Donc, oui, on a des mesures qui sont fournies par nos fontaines. On a développé avec une firme qui s'appelle Libéo un débitmètre intelligent qui sont posés sur les fontaines. Donc, c'est des stations d'eau, oui, effectivement, qu'on installe dans les écoles. L'eau est refroidie, elle est filtrée, mais en plus, on installe un débitmètre intelligent. Je vous montre un exemple d'une école où on a installé un débitmètre. Ça fournit énormément, c'est des métadonnées, là, donc ça fournit énormément de données parce qu'on a une lecture de la consommation d'eau à toutes les fontaines, Viséo, à toutes les 0.2 secondes. Et ça depuis l'installation, donc c'est énormément de données. Donc, je vous donne un exemple du 30 octobre, de 6 heures le matin à 6 heures le soir, dans une école de 330 élèves. Il y a 4 fontaines. Et puis cette journée-là, on a vu une consommation aux différentes fontaines de 194 litres. Et donc, ça peut représenter les bouteilles que les enfants ont de Viséo, c'est 300 à 400 millilitres. Donc, on peut dire qu'il y a à peu près 500 à 700 bouteilles d'eau qui a été remplies aux fontaines. Et puis, pour l'avoir vu, et je ne peux pas le présenter parce que c'est avec des enfants, mais les professeurs ont développé des stratégies pour aller aux fontaines un peu à la queue leu-leu, en silence, en respect de la fontaine, avec la bouteille aussi. En l'espace de 3 à 5 minutes, il y a 20 enfants qui viennent remplir leur bouteille, et puis ils ont 300 à 400 millilitres. Donc, ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est pour vous donner un exemple qu'il se consomme énormément d'eau dans les écoles Viséo avec les nouvelles fontaines. Comment on fonctionne avec les écoles? Comment on fonctionne avec les parents? Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet est construit pour être capable d'être distribué à l'ensemble du Québec après. Donc, il y a une cyberplateforme qui existe. Puis la cyberplateforme, elle est divisée comme en 2. Donc, il y a une section qui est plus pour l'équipe école, une section qui est plus pour les parents. Donc, toutes les équipes écoles ont un code pour s'inscrire, un mot de passe, et les parents, c'est la même chose. Ils ont tous la même information, mais l'information est mise à jour selon l'école. Donc, les parents ont accès finalement aux vidéos, ils ont accès aussi au calendrier, ils ont accès aux différents PDF, aux documents qui sont élaborés, puis les écoles aussi sont capables de planifier finalement les activités parce que tout l'agenda y est présent. Donc, actuellement, c'est pour 35 écoles, mais on peut l'étendre à l'ensemble des écoles du Québec assez facilement. Donc, ici, malheureusement, là, pour les gens qui sont en vidéoconférence, vous n'allez pas pouvoir voir la vidéo, mais vous allez entendre. Donc, là, je dois faire un petit transfert. Donc, ça, c'est la vidéo que les enfants voient quand on lance finalement la vidéo dans l'école.
Donc, c'est la première journée. L'eau, il y en a dans tout. Dans la mer et dans les lacs, dans les nuages, la pluie et l'air et l'amour. Un peu comme un fruit, mon corps est rempli d'eau. J'en ai besoin pour grandir, courir et réfléchir. Boire de l'eau, c'est essentiel à mon bien-être. C'est pourquoi Viséo est là. Viséo m'invite à boire de l'eau à l'école et à la maison. Et grâce à Viséo, je prends plaisir à boire plus d'eau. À mon âge, je devrais boire environ 1,5 litre d'eau par jour, l'équivalent de 6 verres d'eau ou de 3 bouteilles d'eau comme celle-là. En plus d'être jolie, ma bouteille Viséo donne mon eau fraîche et elle est réutilisable. Je crée beaucoup moins de déchets en la réutilisant. Ainsi, en prenant soin de moi, je prends aussi soin de la nature et des autres. L'eau, tout comme la vie, ça n'a pas de prix. Aime et protège l'eau comme si c'était le plus précieux des trésors. Entre dans la vague de Viséo. Donc ça, c'est la vidéo que les enfants peuvent voir lorsque Viséo arrive à l'école. Est-ce que ça fonctionne? Ordinateur? D'accord. Oui. Oui. Ensuite, bien sûr, les enfants reçoivent leur fameuse bouteille. On a fait un choix éclairé, je dirais, et durable. Ce sont des bouteilles en acier inoxydable à la double paroi, pour la simple et bonne raison, pour la durabilité. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, pour ses qualités organoleptiques, idéalement, l'eau devrait être bue aux alentours de 10-15 degrés Celsius. 15 degrés Celsius étant le meilleur. Donc, pensez à votre vin blanc. Si vous buvez un vin blanc à 30 degrés Celsius, c'est pas très agréable. Et l'eau, c'est la même chose. Plus l'eau va être chaude, plus la température va augmenter, notamment en haut de 20 degrés Celsius, bien, toutes les qualités organoleptiques qui sont peut-être moins intéressantes vont apparaître. Donc, c'est pour ça que c'est important que l'eau demeure froide. Et puis, l'eau des fontaines Viséo est vérifiée. Normalement, elle devrait être aux alentours de 10 degrés Celsius. Et ces bouteilles-là sont très performantes. À la fin de à peu près après 7 heures, ils vont perdre 3 à 5 degrés Celsius. Donc, à la fin de la journée, l'eau est encore très froide. Donc, c'est pour ça que les enfants en boivent plus. Et aussi, ce qu'il faut savoir, que les adultes ont un rôle important dans les écoles. On va y revenir pour les adultes, mais toute l'équipe école, que ce soit les enseignants, que ce soit la directrice, que ce soit le personnel de soutien, que ce soit les gens du service de garde, ils reçoivent aussi leurs bouteilles en acier inoxydable. Parce qu'eux aussi ont des besoins, ils ont besoin de s'hydrater et puis qu'ils doivent servir de modèle, donc ils reçoivent aussi une bouteille Viséo. On a développé aussi un guide de bonne pratique. Le guide de bonne pratique, il est lu en classe. Ça, c'est un outil qui a été développé directement suite à des entrevues et des rencontres qu'on a eues avec des enseignants, où les enseignants ont dit oui, nous, on est prêts à porter un projet comme celui-ci. Il y a un gros projet, c'est un gros projet éducateur pour eux, mais il dit qu'il faut responsabiliser aussi les enfants. Donc, ça met un peu de responsabilité sur les enfants. Donc, on vient sur des grandes thématiques où on doit faire attention finalement à sa bouteille, on doit être responsable, on doit la laver, on doit aller à l'abreuvoir ou à la fontaine quand c'est le bon moment, puis on doit aller à la toilette aussi au bon moment. Donc, c'est un petit guide qui est remis à l'enfant sous forme de bouteille. Il y a une bande dessinée, on y revient tantôt pour la bande dessinée. Quand on parlait tantôt de rendre les fontaines plus attrayantes, donc c'est un exemple de l'école pré-test. Donc, vous voyez la fontaine avant et la fontaine après. Donc, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Et voici les différents décalques qu'on a développés pour les écoles. Il y en a d'autres pour les villes et les communautés, mais voici les décalques qu'on a développés pour les écoles. Donc, c'est les différentes possibilités qui existent. On a aussi des affiches grand format qu'on met tout près des fontaines. C'est un peu reprendre les thématiques qu'on connaît à l'égard de bien se laver les mains. Donc, bois souvent, au bon moment, au bon endroit, bien propre. Et ici, on a créé finalement des super-héros qui sont des super-héros de l'eau. Je vais encore brancher pour une autre vidéo, pour vous montrer une autre vidéo qui arrive la deuxième journée. L'eau, c'est la source de la vie. L'eau est au cœur de notre bien-être et de notre santé. Pourquoi? Parce que plus de la moitié de notre corps, c'est de l'eau. Parce que pour grandir, courir et réfléchir,
ça prend de l'eau. Prenons exemple sur les super-héros. Ils disent non aux boissons sucrées pour être des super-héros de l'eau. Ils disent non aux bouteilles de plastique pour être des super-héros de la nature. Ils partagent et protègent l'eau pour être des super-héros de la justice. Qu'arriverait-il si les super-héros oubliaient de boire de l'eau? Pourrait-il changer le monde? Oh, je ne pense pas. Les super-héros ont besoin d'eau. C'est leur force vitale. Comment font-ils pour savoir s'ils ont besoin d'eau? Est-ce qu'ils boivent en une journée la quantité d'eau qu'ils devraient boire en une semaine? Wow, n'exagérons pas. Ils calculent la quantité d'eau qu'ils boivent à chaque gorgée? Non, ça c'est trop compliqué. Ils observent la couleur de leur pipi? Oui, c'est ça, et c'est facile. Si l'urine est pâle, tout va bien. Si l'urine est foncée, ils doivent boire plus d'eau et bien s'hydrater. D'ailleurs, quand on a vraiment envie d'aller faire pipi, il est important et mieux pour sa santé de ne pas se retenir trop longtemps et d'aller uriner. Faites comme les super-héros et prévois un bon moment pour aller à la toilette, comme avant la classe, à la pause ou le midi. Pour s'assurer de ne jamais manquer d'eau, les super-héros gardent toujours leur bouteille Viséo à portée de main. En plus, la bouteille d'eau Viséo garde l'eau fraîche. Il suffit de la remplir à la fontaine. Plus besoin d'acheter de bouteilles d'eau en plastique non réutilisables. Le plastique est l'une des causes les plus importantes de pollution de la nature. Et l'eau des fontaines est si bonne à boire. Comme les super-héros, contribuons nous aussi à un monde sans plastique. C'est facile, remplis tout simplement ta belle bouteille Viséo et nous vivrons en santé sans polluer. Buvons et valorisons l'eau. Car comme la vie, l'eau n'a pas de prix. Entrons dans un verre de Viséo. Ce qu'il faut ajouter aussi à l'égard de cette vidéo-là, c'est qu'un des co-chercheurs, qui est Dr Stéphane Bolduc, est pédiatre urologue. Donc, les enfants qui ne boivent pas suffisamment d'eau ou qu'on empêche d'aller aux toilettes, lui, c'est ses patients. Donc, il en voit tous les jours. Donc, c'était aussi pour lancer un message que c'est important de s'hydrater, mais c'est aussi important d'avoir des saines habitudes de miction, de ne pas se retenir, parce que ça peut créer des vessies hyperactives. Donc, ça crée des problèmes de santé. Et on a souvent aussi des questions à l'égard. Comment les professeurs reçoivent ça? Comment ils gèrent ça dans les classes? On a fourni différents outils aux enseignants. Puis je vous montre différentes illustrations ici. Vous avez le ministre Roberge qui est venu aussi faire un petit tour dans les écoles vidéo pour voir comment ça se passe. Mais ça, c'est une école qui a développé un projet d'entrepreneuriat pour justement trouver un moyen de mettre les fameuses bouteilles auprès des pupitres. Donc, ils ont pris des cannes en métal et puis ils les ont fixées directement aux pattes des chaises pour mettre la fameuse bouteille d'eau. Il y a d'autres enseignants qui vont prendre des petits bacs en plastique et vont le mettre sur les tables des enfants. Il y en a d'autres qui vont les mettre dans les casiers. Donc, ils ont très, très bien réagi, les enseignants, à l'égard. Ils ont développé leurs propres outils, tout dépendant de la classe, tout dépendant des enfants. Donc, ça se passe très, très bien à cet égard. Autre chose intéressante, on s'est aperçu en cours de route qu'il fallait agir dans la boîte à lunch. Ce qu'il faut savoir, les chiffres qu'on a, on devrait avoir des chiffres bientôt. C'est que probablement qu'il y a à peu près un enfant sur deux au Québec qui a soit un Tetra Pak ou un produit en plastique dans sa boîte à lunch. Au primaire, c'est 600 000 enfants. Donc, si on fait un petit calcul rapide, c'est 300 000 contenants par jour. Fois 185 jours, ça commence à faire pas mal de contenants en plastique ou de Tetra Pak qui sont jetés à la poubelle. Parce que vous devez savoir qu'à peu près uniquement une école sur 10 qui a des capacités de recyclage. Il n'y a pas de recyclage dans les écoles. Donc, ça fait énormément de déchets. En plus, c'est une boisson sucrée. Donc, on a trouvé une stratégie qui est la mini-bouteille. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. Donc, c'est une bouteille en acier inoxydable qui contient 200 ml que les enfants vont recevoir bientôt. Il vous manque la petite rose. Il y a une petite rose et que beaucoup de gens veulent s'arracher. Il y a 3 couleurs. Donc, les enfants vont recevoir ça bientôt. Donc, la mini-bouteille va directement dans la boîte à lunch pour donner quelque chose à boire aux enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au service de garde, ça se passe très vite dans certaines écoles. Les enfants ne peuvent pas prendre leur bouteille Viséo pour boire durant l'heure du lunch. Donc, ça prenait quelque chose. Et puis, de mettre une bouteille comme ça dans la boîte à lunch, elle remplace physiquement et aussi le contenu et le contenant vont remplacer quelque chose dans la boîte à lunch. Donc, c'est une nouvelle stratégie.
Toutes les activités éducatives ont été développées avec ma collègue Barbara Badar et son équipe, là, qui est une chaire en leadership, en enseignement au développement durable. Donc, il y a des activités qui vont être faites en classe ou au service de garde en milieu scolaire. On a des situations d'apprentissage et d'évaluation, donc on appelle ça des SAE, pour différents cycles. Donc, chaque goutte compte, les effets physiologiques de l'eau, le sucre libre et les fibres, le sucre et la pub, petit livre formidable qui s'appelle « Le petit chaperon rouge ». Donc, c'est l'histoire du chaperon rouge auquel on a introduit de la publicité volontairement dans l'histoire. C'est magique. C'est une idée géniale que l'auteur a eue. Et puis, ça montre comment la publicité peut être invasive. Donc, si elle devenait aussi invasive dans les récits pour enfants, ça serait très problématique. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que durant nos activités de lecture libre, les livres ont été sélectionnés. Il y a 2 grandes catégories de livres qui ont été sélectionnés par la chaire de Barbara Bader. Tous des livres qui ont un lien avec la thématique de l'eau, et tous les autres livres sont des livres qui ont une thématique sur EEDD, en fait l'acronyme est Éducation à l'environnement, au développement durable. Donc on va parler de consumérisme, on va parler de pollution, on va parler d'environnement. On a des activités de BD aussi, on a 3 BD différentes, et ce qui est un peu innovateur, je dirais, c'est la dernière BD qui va avoir lieu à la fin de l'année, où c'est une situation qui a été vécue, c'est une BD, et puis les dernières cases de la BD vont être remplies par l'enfant. Donc on va voir comment l'enfant, tout l'enseignement, toute l'information qu'on lui a transmise pendant l'année, comment son jugement critique va avoir évolué, comparativement au groupe contrôle qui n'a pas reçu l'information. Pour les 3e cycles, parce qu'il y a quand même des images assez choquantes pour les enfants, donc un océan de plastique, parler du plastique comme tel. On a des vidéos qui ont été créées pour l'éducation au goût. Il va y avoir des activités aussi dans les services de garde avec François Chartier. Ce qu'il faut savoir, c'est que François Chartier a déjà été le meilleur sommelier au monde, a travaillé pendant de nombreuses années avec El Bulli, est encore très, très copain avec Ferran Adrian. Pour ceux qui ne connaissent pas El Bulli, c'est ni plus ni moins que le meilleur restaurant au monde. En fait, il n'existe plus, mais ça a été le restaurant qui a reçu 5 fois le prix du meilleur restaurant au monde. Donc, c'est une institution dans le domaine de la gastronomie. On a ces vidéos-là avec François, mais juste vous présenter les résultats du pré-test parce que le temps avance très rapidement. Il reste à peu près 5 minutes. Donc, le pré-test qu'on a fait ici dans une école des navigateurs. Donc, pré-test très court, installation de fontaine, bouteille, petit guide. Donc, très, très, très peu d'informations, mais quand même, on voulait tester différents outils. Donc, 60 jours à peu près d'intervention. Donc, ce qu'on voit, c'est la consommation en liquide chez les enfants. On voit que la consommation en eau totale, elle a augmenté, environ 30 ml. L'eau du robinet, à peu près 36 ml. Les boissons sucrées ont diminué. Donc, on est content, ça va dans le bon sens. Pas très élevé, mais il faut. Pour les parents, même chose. Légère augmentation de l'eau du robinet, 47 ml par jour. Diminution des boissons sucrées chez les parents aussi. Donc, toujours dans le bon sens. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand on regarde la population au regard de leur consommation initiale d'eau. Donc, on a divisé la population d'enfants en quintiles de consommation de liquide d'eau. Il y a plusieurs constats. Premier constat, c'est qu'on regarde le premier quintile, c'est des enfants qui boivent très, très peu. Donc, des enfants qui boivent à peu près 260 ml d'eau par jour. Une tasse d'eau par jour. Tandis qu'il y a des enfants qui en boivent un petit peu plus, donc à peu près 1 litre d'eau par jour. Et quand on regarde les changements, on remarque peut-être une augmentation d'environ 50% des apports en eau chez les enfants qui avaient très peu de consommation au point de départ. Donc, ce que vous voyez ici. Donc, on était à 260 ml, on est passé à presque 400 ml, donc 135 ml d'eau d'augmentation et 73 dans le deuxième quintile. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières méta-analyses montrent que les 7 études qui ont fait des interventions sur l'eau montrent une augmentation d'à peu près 80 ml par jour. Donc, on est dans un canot qui est quand même assez probant, je dirais. Et ce qui est intéressant encore plus, c'est que quand on regarde les enfants qui boivent beaucoup plus d'eau, donc on pourrait dire qu'on a des comportements plus santé, on voit que chez ces œufs, donc les derniers quintiles qu'on voit ici, qui consomment plus d'eau,
sont ceux qui vont avoir une diminution de leur consommation de boissons sucrées. Donc, on ne peut pas augmenter leur consommation d'eau parce qu'elle est déjà quand même importante, mais on est capable de réduire leur consommation de boissons sucrées. Donc, c'est vraiment intéressant comme résultat. Mes collègues à qui j'ai présenté les résultats dernièrement trouvaient les résultats très probants parce ça montre qu'on est capable d'agir là où on peut agir. Donc, les gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau, on est capable d'augmenter la consommation d'eau. Les gens qui ont déjà un apport en eau intéressante, on est capable de diminuer leur consommation de boissons sucrées. Dernier point, Viseo pour les villes et communautés. On a organisé un événement à Québec où on est arrivé à un consensus, toutes les personnes qui étaient présentes. Donc, il faut magnifier la perception de l'eau. Donc, changer la perception. On parle souvent de l'eau, mais on parle souvent mal de l'eau. D'avoir une communication qui est partagée, donc plus de concertation avec les gens qui travaillent sur l'eau. Valoriser positivement l'eau. Et aussi peut-être créer un branding de l'eau, donc une marque pour susciter l'engouement. Je vous présente une publicité là, qui est faite par la ville de Venise. Donc, ils ont brandé finalement l'eau potable. Ils l'appellent Aqua Veritas. Donc, il faut aller dans cette direction-là pour brander finalement l'eau potable. Peut-être certains d'entre vous ne le savez pas, mais Québec a gagné la meilleure eau potable au Québec il y a quelques années. Donc, la majorité de la population ne doit pas le savoir. Il y a à peu près presque 30% de la population ici à Québec qui ne boivent pas l'eau potable de la ville de Québec, alors qu'elle est très bonne. On s'est mis à faire des recherches. J'ai eu des discussions avec mon collègue Michel Vézina, qui a travaillé aussi pour le Bureau de la normalisation du Québec. Donc, Entreprises en santé parle beaucoup de fruits et légumes. Il n'y a aucune ligne sur l'eau, alors que c'est un élément essentiel à la vie. Deuxième élément essentiel après l'air. Donc, il y a peut-être un travail à faire au niveau des normes légales, je dirais, pour entreprises en santé. On a travaillé avec Desjardins. Pourquoi Desjardins? C'est que Desjardins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont banni le plastique dans leur entreprise. Donc, près de 40 000 employés. Il n'y a plus aucune ligne de budget chez Desjardins où on peut mettre l'achat d'une bouteille en plastique, que ce soit petit format ou grand format. Donc, c'est une motion qui a été applaudie. Ici, vous voyez Guy Cormier qui a présenté lors du forum de concertation, donc c'est les 500 présidents de caisse et directeurs généraux des caisses qui étaient présents, donc à présenter Viseo. On avait un bar à eau, on a servi 500 personnes, on a servi de l'eau gazéifiée pour 500 personnes, et ce que vous voyez là, c'est pas de la bière, c'est de l'eau aromatisée de Viseo, donc c'est un concept qu'on a développé, c'est le bar à eau Viseo. On a aussi développé des activités de team building qu'on a fait encore récemment avec Desjardins, où on fait un parcours épicurien, et on fait de l'éducation au goût, et à la fin, on parle de cuisiner l'eau. On a un volet qui est le volet 4.0, où je ne peux pas trop en parler, parce qu'il y a quand même des secrets industriels. Donc, il y a toujours les débitmètres intelligents et branchés. On est en train de travailler sur des capteurs simples aussi pour la détection des métaux lourds, les différents métaux que vous connaissez. Je vous donne un exemple de ce qui pourrait être affiché. Donc, comme on a des débitmètres intelligents, donc on pourrait voir sur des grands écrans de différents organismes. Celui-ci, c'est pour le centre de recherche du CHU de Québec. Donc, à l'intérieur du CHU de Québec, quelle est la quantité de litres qui a été consommée aux fontaines? Donc, ça se rafraîchit à toutes les 5 minutes. Et combien de bouteilles a été sauvé? Et puis, on peut voir le pattern de consommation. Donc, c'est un message qui peut être renforcissant au niveau des comportements. Des partenaires dont le centre de congrès sont très intéressés parce qu'on vend de plus en plus, finalement, des événements qui sont éco-responsables. Donc, on peut dire que tel événement a consommé tant d'eau venant des fontaines, a permis de sauver tant de bouteilles. Donc, c'est tout un message qui est renforçant. Et puis, on peut le voir aussi auprès des villes, on peut le voir à travers la province. Donc, on espère qu'on sera rendu là dans quelques années. On est en train de créer aussi le labo gastronomique parce qu'on va aller plus loin et faire de l'eau, le champagne. Il y a toutes sortes de techniques. Je pourrais parler pendant 1 heure pour travailler les différents ingrédients dans les feuilles et c'est très trop long. Donc, on a le labo gastronomique qui va travailler sur le plaisir épicurien, toute la science de la gastronomie aussi, avec différents spécialistes qu'on annoncera, qui sont des spécialistes mondiaux en gastronomie. On a aussi, je vous ai présenté le fameux bar à eau qu'on va mettre à la disposition de différents événements, que ce soit à l'université ou que ce soit au centre de recherche ou différents autres organismes. Je vais passer vite sur cuisiner l'eau, on n'a pas le temps bien sûr. Et la dernière diapositive pour vous parler que, donc, Viseo se veut vraiment un mouvement catalyseur, comme je vous mentionnais, où on invite les gens à aimer
et l'eau, penser l'eau et agir l'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Aimer l'eau, ça veut dire d'avoir une attitude qui est bienveillante à l'égard de l'eau. Donc, la mettre à notre agenda. Penser l'eau, ça veut dire développer le savoir, et agir l'eau, ça veut dire aussi la justice pour nous, la justice sociale et la justice environnementale. Et donc, parce que pour nous, l'eau, c'est un bien commun. Et bien sûr, on a débuté le tout avec les enfants parce que je pense qu'il faut leur offrir un avenir meilleur. Et puis, vous connaissez le dicton, on n'hérite pas de la terre de nos parents ou nos grands-parents, mais on la lègue à nos enfants. Donc, je pense qu'il est grand temps qu'au Québec, on se lève puis on crée un grand mouvement pour laisser quelque chose d'important aux enfants. Et puis, ce qui est intéressant avec l'eau, c'est quand même notre patrimoine et puis on peut s'en servir beaucoup pour faire beaucoup d'éducation. Et puis, je vous souhaite une agréable journée. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Un très grand merci. Ce fut très intéressant. Les commentaires aussi sont dans le même sens. Alors, c'est une vision originale, je dois dire. Et puis, ça donne, je pense aussi, comme les collègues ont confirmé, des résultats probables. Et même chez les participants, je suis sûre que ça va avoir des effets. Alors, donc, il va y avoir de la contamination. Ce ne sera pas dans les écoles, ce que tu craignais, mais il y en aura quand même. Alors, donc, pour la période de questions, je vais faire un rappel dès que vous devez écrire vos questions par chat. Je vais m'adresser plus à la caméra. Donc, des questions écrites, par chat seulement, c'est pas verbal. Vous avez la feuille de présence à signer quand même, et vous la trouvez sur la page web. Vous avez l'évaluation en ligne. Le lien est sur la page web. Alors, on vous demande de faire le tout pour nos conditions d'accréditation et naturellement pour nos conditions de qualité. Alors, j'ai perdu mes objectifs que je voulais vous rappeler. Les objectifs d'apprentissage, c'est de déterminer les différents outils développés par Viséo pour atteindre ces objectifs. On en a vu une bonne liste. Identifier les stratégies sous-jacentes aux actions développées par Viséo et comprendre la portée des initiatives de Viséo afin de promouvoir la protection, etc. Alors donc, je vais prendre d'abord des questions dans la salle ici. Alors, vous avez quelques questions? Oui? Docteur Durand. Michel, tu nous as bien présenté au début la dynamique de la consommation, l'industrie, l'entreprise. Est-ce que dans le projet Viséo, vous avez ressenti une résistance de l'entreprise, de mise en bouteille de l'eau, etc.? Comment ça se vit au Québec, cette tension-là? Ça s'est vu au premier jour de l'annonce. En fait, quand nos collègues du ministère de la Santé ont lancé les différentes initiatives de la PGPS, du plan gouvernemental en promotion de la santé, ben, les lobbyistes de l'eau embouteillée ne comprenaient pas pourquoi le Québec donnait des sous pour un projet sur l'eau non embouteillée. Donc, on parle de gens qui embouteillent de l'eau, donc qui viennent en théorie, voler de l'eau, et puis qui viennent disputer finalement notre gouvernement pour leurs bonnes initiatives. Donc, ça s'est fait sentir au premier regard. On anticipe quelque chose aussi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on se prépare. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que l'industrie a flairé un marché immense dans les écoles pour les boîtes à lunch. C'est impressionnant. 300 000 contenants par jour probablement de vente. C'est énorme, sur 185 jours. Donc, c'est un gros marché. On parle juste du primaire. Donc, c'est énorme. Donc, c'est sûr qu'on va voir, là, on a fait une stratégie où on a fait une caractérisation de ce que les enfants consomment dans les services de garde avant que la mini-bouteille arrive au service de garde. Puis, on va refaire une autre caractérisation une fois que le processus va être bien enclenché pour vérifier quel est l'impact sur les enfants. Donc, on espère que finalement, on va avoir un impact important sur la consommation de boissons sucrées directement dans la boîte à lunch. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parents, moi aussi, là, parce que je l'ai vécu, c'est que les parents veulent donner quelque chose à boire aux enfants durant l'heure du repas, et puis ça se passe très vite. Donc, ça prend quelque chose qui est dans la boîte à lunch, et puis, bien souvent, ils sont mal pris. Donc, là, d'avoir quelque chose qui est de l'eau pourrait offrir quelque chose. Donc, c'est sûr que l'industrie c'est un marché qui est à perdre, donc, mais
Je pense qu'ensemble, on est capable de bien protéger les enfants. Oui. On nous demande de répéter les questions, s'il vous plaît. Ah, OK. Parce que le son, peut-être qui vient de la salle, n'est pas toujours très bon. Là, j'ai une dernière question que je vais les prendre à rebours. Pour travailler dans les écoles primaires, je vois une sensibilisation de la part des directions et professeurs à l'égard des... Je ne vois pas le reste. Je suis juste curieuse de savoir ce qui arrive avec le secondaire. Donc, sensibilisation de la part des directions et des professeurs, et puis qu'est-ce qui arrive avec le secondaire? C'est une très bonne question et ça fait partie d'une stratégie qui est importante et c'est pour ça qu'on a autant de personnes qui travaillent dans le projet Viséo. Donc pour nous, chaque école est un client important, donc on a des relations régulières avec les écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, les écoles exposées, on les rencontre. Une présentation un peu comme celle-ci, donc on leur présente un peu pourquoi, comment on va agir. S'ils ont des questions, on leur fournit des guides. On est souvent avec eux. Donc les professeurs, la direction est très sensibilisée. Puis le reste de la question, c'était par rapport Au secondaire. Au secondaire. C'est une question très pertinente et il y a une réponse qui me plaît énormément. Donc, un responsable de l'infrastructure dans une des commissions scolaires nous dit qu'on a contaminé finalement les écoles de manière très favorable parce que pour lui, il doit déjà commencer à penser à agir pour le secondaire parce que imaginez un enfant qui reçoit Viséo pendant 3 ans au primaire, quand il va arriver au secondaire, il va dire « Elle est où ma fontaine qui donne de l'eau? Et où l'eau froide? » Donc, je pense que le secondaire, il est prêt. Il y a déjà des écoles secondaires qui nous ont contactés pour développer, mais ce n'est pas un projet pour lequel on va de l'avant pour l'instant. Il y a des écoles qui, oui, peuvent et veulent aller de l'avant, donc on les suit. On est un peu à rebours de leur demande. Oui, mais c'est une autre stratégie. C'est pour ça que quand je parlais tantôt, je vais étendre un peu la réponse. C'est que pour le secondaire, on est complètement ailleurs. Donc, il faut aller peut-être pour nous, pour les boissons sucrées, les boissons gazeuses, le bar à eau, quelque chose de très psychologique. Donc, quand je parlais tantôt de nouveaux chercheurs, il y a 2 de mes collègues, un à Oxford, qui est Charles Spence, qui travaille beaucoup sur la gastrophysique, dans toute la science du psychophysique qui est relié à la gastronomie. C'est un spécialiste de ça. Il y a Julie Menendez aussi qui est à l'Université de Philadelphie qui est spécialisée sur le goût. Donc, tous ces gens-là seraient très utiles pour développer le secondaire parce qu'on est vraiment dans une population où l'industrie a des arguments très forts pour les convaincre comme consommateurs finalement parce que les enfants du primaire sont plus captifs. Alors, donc, j'ai 2 questions qui vont dans le même sens. À quand Viséo dans toutes les écoles? Et après ça, c'était, est-ce que les outils éducatifs et pédagogiques pour les enfants seront disponibles prochainement pour les écoles qui souhaitent agir dans ce sens, le temps que votre projet puisse rayonner? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je l'ai fait. Je tiens à m'excuser pour la présentation parce que, comme vous comprenez, il y a des outils qu'on ne peut pas partager pour l'instant pour pas que ça contamine nos écoles non exposées. Et bien sûr, le projet est fait pour tous nos collègues du réseau de la santé publique, réseau de la santé publique, particulièrement les écoles en santé, qui est un vaste programme qui accompagne les écoles à l'égard de la santé. Donc, ça se cadre très bien là-dedans. Donc, ça me ferait plaisir de commencer des discussions avec toutes les écoles en santé et tous les intervenants qui sont dans le domaine pour partager un peu les outils avec eux. C'est un peu au gouvernement, au ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, je ne sais pas où il se positionne, mais à savoir quand on va pouvoir partager les outils. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des écoles qui disent, écoutez, nous, on ne va pas attendre après le ministère, on ne va pas attendre après le gouvernement. Nous, on est à la recherche de fonds, finalement, pour mettre en place Viséo dans notre école. Donc, on veut changer les fontaines, on veut aller de l'avant, on veut éduquer nos enfants. Donc, ils sont en train de trouver les ressources pour être capables de le faire eux-mêmes. Donc, c'est possible. Donc, je pense que les 2 aspects sont possibles. C'est sûr que nous, on essaie de protéger un peu le terrain de travail qu'on a, parce que ce terrain de travail-là, il est immensément important parce qu'il va fournir à l'ensemble des intervenants en santé publique, mais aussi au monde scientifique, au gouvernement, des données qui sont factuelles, qui vont pouvoir être utilisées comme preuve montrant qu'on a une efficacité quand même importante. C'est une étude cas témoin, alors il demeure que, justement, si tout le monde embarque dans le projet, il n'y aura plus de témoins. Ben, il y a 24 écoles témoins pour l'instant, qui sont...
D'accord. Le projet est prévu sur combien d'années avant l'analyse finale? C'est 3 ans, 3 ans. 2022. Juin 2022, c'est la fin. Bon, alors, le temps que les écoles, les autres écoles primaires ou secondaires trouvent les fonds, ben, tu vas avoir le temps d'analyser, mettons. Alors, donc, il reviendra probablement au ministère, au gouvernement, puis les deux ministères en question, santé et éducation, d'agir après les résultats qui seront probables. Je suis très confiante, hein? Alors, c'est sûr que quand on arrive à démontrer quelque chose, on s'attend à ce que nos données probantes servent à éduquer nos politiciens et que, justement, les réformes suivent. Alors, je n'ai pas d'autres questions ici. J'ai tout simplement d'autres, peut-être des commentaires positifs que je garderai pour un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. J'avais une question. Il faudra la répéter. Quand vous avez fait votre choix des écoles, il y a une problématique, c'est pour les directions de santé publique, ils n'arrivent pas à savoir le nombre de fontaines d'eau qu'il y a dans les écoles. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à savoir. Et donc, je voudrais savoir si vous avez fait un inventaire, vous savez, quand vous arrivez dans une école, combien il y a de fontaines d'eau, l'état des fontaines d'eau, est-ce que on peut remplir la bouteille, et est-ce que ça a influencé aussi le choix? Parce que, je veux dire, s'il n'y a pas de fontaine d'eau, ça c'était ma première. Est-ce que je peux en poser deux? On va répéter la première? La première, c'est est-ce que vous saviez d'avance le nombre de fontaines d'eau qu'il y avait dans les écoles primaires avant de faire le choix de l'école? La question est très pertinente. C'est une question qui demande est-ce qu'on savait quel était le nombre de fontaines qu'il y avait dans les écoles? Oui, on le savait parce que nous, on a fait ce qu'on appelle des visites diagnostiques. Donc, on avait des gens sur le terrain qui passaient dans les différentes écoles pour voir combien il y a d'étages, combien d'élèves, elles sont où les fontaines, quel est l'âge des fontaines, quel est l'état de la situation des fontaines. Donc, et puis, on a une stratégie qui veut une fontaine par étage, une fontaine par un certain nombre d'étudiants. Dans le cas présent, nous, on choisissait 75, donc une fontaine par 75. Et puis, donc, c'était la stratégie. On essayait d'avoir des fontaines près des gymnases aussi. Votre sous-question à l'égard de est-ce que les fontaines sont fonctionnelles, il y en a beaucoup qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est un peu étrange aussi, c'est que les régisseurs avaient la perception qu'ils satisfaisaient tous les besoins des enfants, parce qu'on a des vieilles fontaines. Ceux qui sont du Québec vont s'en souvenir, là, ça existe encore dans les écoles, c'est des fontaines où il y a 5 petits abreuvoirs, mais il y a un tuyau en dessous. Donc, si bien que quand il y a un enfant qui prend de l'eau, quand il y en a un deuxième, bien, le volume est divisé par le troisième, et puis souvent, la pression d'eau, elle n'est pas très forte, l'eau, elle est chaude. Règle générale, notre technicien a goûté la plupart de l'eau, et puis souvent très chaude, elle est très mauvaise. Donc, il y a la qualité organoleptique qui n'est pas présente aussi. Donc, ça a été pris en compte. Oui. Puis c'est décidé, la façon dont on a procédé, c'est que tout ça est fait comme analyse et on revient avec une table de travail, on travaille avec l'équipe école, surtout la direction, à savoir à quel endroit, quel est le type d'habillage qu'ils veulent choisir aussi. Est-ce qu'on peut garder la deuxième question pour plus tard? Parce que j'en ai 3 ici. Puis on reviendra dans la salle là aussi tantôt. Alors donc, quels seront les coûts pour les enfants ou pour les écoles? Autrement dit, ce que vous avez fait, qu'est-ce que ça peut dire comme investissement? C'est-à-dire amener des fontaines. Alors ça, c'est des coûts pour les écoles. Avoir des bouteilles spéciales, c'est des coûts pour les familles éventuellement, qui ne seront pas dans un projet subventionné. Alors, je pense que la question est là. Il faudrait que je regarde mon fichier Excel. Ça fait longtemps que je l'ai regardé, mais on a fait le coût. Règle générale, si on prend une école, puis on prend un enfant, puis qu'on suit pour tout son primaire, je pense qu'on tourne aux alentours d'à peu près 20 $ par enfant par année. 20 $ par enfant, d'accord. Là, je mets un gros bémol, donc je dis entre 20 et 30 $, mais je pense que les chiffres sont dans cet ordre-là, mais je vais regarder le fichier Excel, ça fait trop longtemps que je l'ai regardé, mais on l'a fait le calcul. Donc, quand on le prend sur le long terme, c'est très peu dispendieux, finalement, en termes d'intervention, là, pour le nombre d'enfants qui est touché, bien sûr. Donc, c'est sûr qu'il y a l'infrastructure qu'il faut changer.
Les bouteilles sont de qualité, ils sont durables pendant de nombreuses années. Voilà. Pour le reste, une fois que l'information est créée, les plateformes sont présentes, donc c'est très peu d'investissement. Hein. OK, la suite, on prévoit qu'elle soit accessible autant pour les milieux que pour les enfants et les familles. On l'espère. On l'espère. Une autre question, je m'excuse, je vais passer, elles arrivent en bout de ligne. Là. On comprend que vous estimez le volume distribué par les fontaines d'eau comme étant un volume bu. Êtes-vous capable de prendre en compte la quantité réellement bue par les élèves? Par exemple, ils pourraient remplir leur bouteille mais ne pas la boire au complet. La bouteille pourrait être vidée par le parent ou l'élève à la fin de la journée si jugée stagnante trop longtemps. C'est une très bonne question. On n'est pas obligé de la répéter, celle-là, je crois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bouteilles Viseo, la recommandation et la façon dont les écoles fonctionnent actuellement, c'est que la bouteille, normalement, reste à l'école pour les 5 jours et retourne à la maison pour le lavage la fin de semaine. Certaines écoles vont les laver, mais c'est une exception plus que la règle. Dans le message aussi qui est véhiculé aux enfants, c'est que, étant donné que la bouteille garde l'eau fraîche quand même très longtemps, il y a une éducation à l'égard de ne pas gaspiller l'eau, donc de ne pas jeter l'eau inutilement. Donc si la bouteille est à moitié pleine, bon, on la termine avant d'aller la remplir. Donc de ne pas gaspiller ou on la remplit pleinement. Effectivement, on ne peut pas savoir si l'eau qui est distribuée des fontaines va être totalement bu. Donc, on peut pas savoir ces choses-là, mais ça a pour but de quantifier finalement la quantité d'eau qui est consommée dans une école qui est exposée à l'intervention versus celle qui n'est pas exposée, ou être capable d'évaluer des interventions, je dirais, pan-canadiennes, à savoir s'ils ont une influence sur la consommation d'eau. Donc, tout ça va permettre ça, mais c'est vraiment les journaux d'apport en liquide qui vont déterminer la consommation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mesure de la consommation d'eau est probablement une des mesures les plus difficiles à obtenir parce que les gens, c'est pas une mesure auquel on est habitué de prendre. Donc, c'est pas comme quelle est la quantité de carottes que vous consommez dans une journée. Donc, c'est plus difficile à prendre. La difficulté existe autant pour les écoles témoins que pour les écoles. Exactement. Ouais, exact. Il y a beaucoup de questions. Juste voir si vous favorisez l'eau pure ou bien aromatisée, genre avec tranche d'orange, fruits, citron. Non, pour nous, c'est sûr que le Viseo est pour le bien commun, donc c'est de l'eau qui est non aromatisée. L'eau aromatisée, pour nous, est une science qu'on développe et on la développe d'une manière très particulière. C'est des goûts très personnels, mais vous savez, le goût, contrairement à ce qu'on dit, le goût, non seulement ça se discute, mais ça s'éduque. Parce qu'on dit souvent au Québec, les goûts, ça se discute pas. Je pense que ça se discute, même au-delà de ça, ça s'éduque. Donc, il faut quand même connaître ses couleurs principales pour être capable de parler de goût. Donc, parler d'umami, parler d'acidité, parler d'acide malique, parler d'acide citrique. Il y a plein de choses à parler à l'égard du goût. Mais ce qui est pour les fruits dans l'eau, c'est pas une optique que nous, on utilise. Les fruits citrons, d'un, vont avoir un impact sur le pH. Donc, ça peut rendre l'eau très acide. Mais ce qui se passe, je pense que le pire dans ce scénario-là, c'est qu'au début, ça goûte pas beaucoup et à la fin, ça goûte trop. Donc, la façon dont nous, on l'aborde, c'est que nous, on a développé une stratégie pour aller chercher, j'ai pas eu le temps de présenter les vidéos avec François Chartier, donc c'est quelque chose qu'on a travaillé avec des gastronomes, c'est qu'on va chercher vraiment l'huile essentielle, on va chercher le goût principal, donc on va chercher surtout la plure, on va chercher certains aspects des aliments où le goût se retrouve, où les huiles essentielles se retrouvent. Je vais vous donner un petit tuyau de chef. Quand les gens vont prendre un zeste de citron ou un zeste d'orange, c'est immensément important de prendre votre zeste au-dessus de votre contenant, parce que quand vous le prenez, vous allez voir tout le jet. Ça, c'est toutes les huiles essentielles. D'ailleurs, on le sent très bien. Et les arômes est un aspect immensément important dans le goût. Donc, les arômes, il faut qu'ils tombent dans votre macération. Donc, il faut le mettre dans le produit. Donc, nous, on va surtout utiliser des zestes, on va utiliser des fruits entiers qu'on va faire macérer pendant un certain nombre de temps avec des ingrédients particuliers. Et puis, on pousse la macération jusqu'à un maximum pour obtenir un goût. Et après ça, on la dilue. Donc, on a un goût qui est standardisé. Et puis, on contrôle aussi, dans le cas présent, pour le bar à eau, on contrôle la bulle parce que la bulle est une science.
Ce qu'il faut savoir, ça prend des sites de nucléation, donc il faut contrôler tous les sites de nucléation. Donc, on arrive à un produit qui est proche du champagne, on a presque au-delà de 10 grammes de CO2 par produit, et puis c'est très savoureux. Pierre sourit parce que mes collègues du département ont la chance de goûter à mes expérimentations dans des réunions. Donc, c'est une science qu'on développe, et oui, on va la partager avec tout le monde. Oui, on veut que les gens apprennent à cuisiner l'eau. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec François Chartier aussi, c'est que c'est quelqu'un qui connaît énormément le goût, qui est passionné par les arômes. Donc, il faut rendre ça. C'est pas le but principal du projet, mais c'est plus le côté glamour, le côté sexy d'inviter les gens à quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce qu'on travaille. Donc, vous aurez la chance, comme consommateur, d'y goûter un jour. Mon ordinateur aussi. Bon, alors je pense que pour les écoles, il n'y a pas d'eau aromatisée. Non, mais ils vont cuisiner l'eau. Ils vont cuisiner l'eau, par exemple. Un petit peu plus tard, pas maintenant. C'est ce que je pense. Au printemps, il y a des écoles qui vont déjà cuisiner l'eau. Il y a déjà des écoles qui ont commencé, effectivement, par leur propre. J'ai deux autres questions, mais vous aurez la chance de poser vos questions aux conférenciers. Il nous reste même pas 10 minutes. Est-ce que les écoles expérimentales ont été touchées par la problématique de la contamination au plomb? Si oui, comment avez-vous abordé le problème? Inquiétude de la part des parents et des enfants, etc. La deuxième, c'est la politique du ministère de l'Éducation. Je veux quand même la poser aussi. D'abord, contamination au plomb, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans les écoles exposées, c'est que les fontaines, normalement, sont équipées de filtres certifiés. Donc, on avait choisi cet élément-là au point de départ pour des raisons surtout organoleptiques. Et puis on est bien content finalement aussi parce que ça rassure les gens qui ont effectivement des fontaines avec filtre. Bien que ce n'est pas toutes les écoles ou ce n'est pas toute l'eau dans toutes les écoles qui sont contaminées. On a la chance quand même d'avoir quelqu'un ici du ministère de l'Éducation qui est quand même le grand responsable de toute la campagne du ministère de l'Éducation à l'égard des mesures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont établi un guide très rapidement pour venir en aide aux écoles et ils ont lancé une grande campagne qui bat son plein là, pour la mesure finalement des niveaux de contamination au plomb dans les écoles. Les plateformes sont en train d'être testées, si je crois bien. Les analyses sont présentement en commun. Mais certaines commissions scolaires ont pris l'initiative de faire des analyses d'eau avec les laboratoires privés. Donc, ce qu'on dit ici, ce qu'on dit de la part du ministère de l'Éducation, c'est qu'il y a déjà des écoles qui ont entamé des analyses avec des laboratoires privés et que les analyses que les écoles vont devoir faire, ben, les appareillages vont arriver sous peu. Et d'ici le 23 juin, l'ensemble des écoles primaires du Québec devraient avoir, en fait, du moins c'est ce qui est demandé, devraient avoir fait l'analyse de tous les points d'eau qui est pour boire et aussi pour préparer les aliments et prévoir aussi un plan de restauration s'il y a des dépassements. Donc d'ici le 23 juin, on devrait avoir, en fait, nos collègues du ministère de l'Éducation devraient avoir un inventaire de tous les résultats pour l'ensemble de la province du Québec. C'est énorme, hein? C'est combien de points d'eau? On estime environ, non pas en termes de points d'eau, mais en termes d'échantillons à réaliser autour de 120 000. 120 millions? Non, 120 000. Donc, on parle, la réponse est le nombre d'échantillons qui sera probablement analysé dans cette campagne. On parle de 120 000 échantillons. C'est énorme. Dernière question intéressante aussi. Ministère de l'Éducation est en train d'élaborer un guide pour la construction et la rénovation des écoles. Recommandations en lien avec le nombre de fontaines d'eau et de lavabos. Actuellement, ils n'ont pas de normes. Êtes-vous en lien avec eux pour recommander un nombre de fontaines? Ben oui, on est en lien avec eux. On est même en lien avec le ministre qui est fort gentil et fort agréable, qui est un ancien enseignant d'ailleurs, travaillé pendant 17 ans dans des écoles. Oui, puis on a même quand même ici un des grands responsables, l'ingénieur en chef du ministère de l'Éducation. Donc oui, toute l'équipe Viseo travaille en collaboration avec les gens du ministère. La réponse à la question, c'est que le ministère va avoir des normes sur le nombre de fontaines d'eau. Ben, je ne sais pas, c'est eux qui vont établir les normes, c'est pas bon.
la confirmation est venue de la salle. Alors, une question. Je pense que madame ici avait levé la main depuis longtemps. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je me demandais si c'est pas très long, c'est dans votre diagnostic que vous dites dans les écoles, est-ce que vous regardez aussi, mettons, s'il y avait des machines distributrices? Il y a pas, les machines distributrices, pardon, au primaire, ça n'existe pas, c'est interdit. C'est au secondaire. Oui, il y en a au secondaire. Donc, ça, je me demandais si c'était partie du projet de les retirer, s'il y en a déjà. On a des données pour le secondaire grâce à mon collègue Slim Madad, mais le problème avec le secondaire, c'est que c'est des fontaines, et très peu ont des fontaines qui sont hautement performantes avec le distributeur automatique. Donc, quand on regarde le ratio du nombre de fontaines qui existent par le nombre d'étudiants, on arrive à un ratio qui est correct, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces fontaines-là, souvent, ont un jet très bas, donc l'eau est souvent peu refroidie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les écoles vont débrancher finalement les refroidisseurs pour mettre l'eau directement du système d'aqueduc pour éviter justement l'usage de réfrigérateurs qui peut briser, qui peut engendrer des coups. Donc, ils vont changer finalement la tuyauterie, donc ça peut expliquer certains problèmes qu'on peut avoir. Donc l'eau est chaude et pas refroidie parfois. Et puis dans les écoles secondaires, malheureusement, il y a très peu ce genre de fontaine. Il y a quand même dans les cégeps, ils ont pris quand même le mouvement. Donc ça bouge beaucoup plus dans les cégeps, plus rapidement dans les écoles que les écoles secondaires. Une autre question. Moi, j'avais une question. Oui. C'est savoir Parlez plus fort. combien de fontaines ont été installées jusqu'à présent. Et la deuxième question, vous avez répondu, mais je n'ai pas eu la réponse que je voulais. C'est le coût d'installation d'une fontaine en termes d'investissement, pas en termes de fonctionnement, mais en termes d'investissement. Pour être plus clair, je vais installer une fontaine. Ça coûte combien? Le coût que ça coûte à l'école. Avant de répondre, je vais remercier tous les participants parce que ça va couper dans 1 minute. Alors, tous les participants par webinaire, tous les participants dans la salle et notre conférencier, un grand merci. Maintenant, on continue avec la réponse à la question. Jusqu'à présent, il y a 35 fontaines qui ont été installées. Je pense que c'est ça qu'on vous avait donné comme information. Il faudrait juste que je revérifie, mais aux alentours de 35 fontaines. On prévoit en installer à peu près 130 dans le cadre du projet. Le coût d'installation va dépendre. Et puis, on a un beau chiffrier qu'on pourrait vous donner qui nous a été fourni par un de vos collègues ingénieurs d'une commission scolaire. Ça dépend du type de travail qu'il a effectué. Donc, si vous avez un mur de chyproc, c'est beaucoup moins dispendieux. Si on a un mur en briques, tout dépendant qu'il n'y a pas de plomberie ou il n'y a pas d'électricité, règle générale, ça peut coûter à peu près 2000 $ pour une école. La moyenne qui a été donnée pour l'installation, là, on parle bien sûr de faire venir le plombier, on parle de l'électricien, on parle de la personne pour retravailler le mur. Donc, on parle d'environ une moyenne de 2000 $ pour l'installation. Mais ça peut tourner entre 1000 $ et plus. Donc, c'est quand même une moyenne. Ça dépend du type d'installation ou du type de travail qu'il y a à faire. Parce que des fois, c'est des fontaines qui sont déjà présentes et puis on fait juste la remplacer et puis tout est déjà là. Donc, ça va très bien. C'est le cas de figure idéal, mais il y a des écoles qui sont très vieilles, donc c'est problématique. OK. Dernière question. C'était plus encore au niveau du secondaire, il y a tout un mouvement environnemental où, comme la commission scolaire des découvreurs qui dit moi je retire les bouteilles d'eau, c'est ma dernière année. Et moi je parlais avec des nutritionnistes à Montréal, ils disent bon ben voilà, on a un problème parce que on retire les bouteilles d'eau, on n'a pas de fontaine, on n'a pas suffisamment de fontaine, donc qu'est-ce qui reste? Les boissons sucrées. Le secondaire c'est très problématique. Je voudrais avoir votre point de vue, parce que retirer une machine distributrice dans une école secondaire, ça peut être compliqué, vraiment. Parce que bon, l'aspect environnemental est quand même important, mais je préfère une bouteille d'eau à une bouteille de coke. Je veux dire, tant qu'à vouloir m'hydrater, c'est un moindre mal. Donc là, je ne sais pas si c'est le point de vue. On répète la question, ils sont déjà tous partis? Rapidement, répétez la question. Peut-être que ça enregistre encore. Donc, ce qui s'est posé comme question, c'est que quelle est notre opinion à l'égard des écoles secondaires? Parce qu'il y a certaines écoles secondaires qui vont retirer les bouteilles en plastique. Et puis, comme il y a une insuffisance de fontaines, donc les gens peuvent se retourner vers les boissons sucrées. C'est bien ça. Donc, oui, ben en fait, c'est un peu un non-sens que nos écoles secondaires sont aussi mal équipées.
comme je l'ai dit, l'accès à l'eau potable, c'est un droit reconnu. Je pense que la population est derrière une telle initiative de rendre l'eau potable comme premier choix, notamment auprès des enfants. Donc, je pense que tout le monde est d'accord avec l'initiative. Puis on le sent très bien aussi, hein, tout ce qui est réduction finalement des déchets comme les bouteilles en plastique ou autres, lutte contre les boissons sucrées. Donc, je pense qu'il faut aller de l'avant. Il y a des écoles qui vont aller de l'avant. Mais vous avez tout à fait raison. On est à risque de favoriser finalement les boissons sucrées. Mais il y a déjà, je vais juste faire un parallèle. Je ne sais plus qui m'a dit ça, mais c'est un des chercheurs qui joue beaucoup au hockey, puis qui travaille justement qui a travaillé avec l'Arena, puis qui a fait enlever finalement les machines distributrices dans les arénas. Mais ce qui se passe, c'est que les enfants, les adolescents vont acheter au dépanneur en face, probablement à coût moins élevé, les fameuses boissons sucrées. Donc, à des fois, on remplace 4,30 sous pour $1. Donc, c'est mieux d'avoir une initiative où on garde ce qu'on propose, c'est-à-dire d'aller avec une stratégie d'arroser les fleurs et non les mauvaises herbes. Donc, d'installer des nouvelles fontaines, de rendre ça disponible, de rendre ça attrayant pour les jeunes, que chacun puisse avoir sa fameuse bouteille, que ça devienne valorisé, puis ça devienne une habitude. Donc, il va toujours avoir des récalcitrants qui vont aller au dépanneur, qui vont l'acheter avant de venir, qui vont l'acheter à l'épicerie, mais il y a quand même toujours des early adopters, des gens qui vont adopter le comportement au point de départ. Donc, je pense qu'il faut les épauler, il faut les aider là-dedans. Et puis, je pense qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent faire en sorte que les écoles puissent avoir ces fameuses fontaines, donc de trouver des commanditaires dans leur réseau de population. Il peut y avoir des entrepreneurs qui vont payer des publicités énormes pour mettre sur des scènes de spectacle. Donc, pourquoi pas donner à des écoles, bien que la publicité n'est pas permise dans les écoles, c'est tout à fait normal. Mais je pense que comme devoir d'entrepreneur, d'aider justement les écoles, ça peut être une alternative qui pourrait leur être offerte. Donc, les écoles, je pense, ont un petit travail d'influence à faire pour aller chercher des sous. Et puis, il y a toujours l'histoire du ministère de l'Éducation. Donc, mais tu sais, de faire bouger pour l'ensemble du Québec, c'est des grosses décisions, c'est des grosses répercussions. Je pense qu'on doit aller dans ce sens-là, mais plus on va en parler, plus ça va se faire, je crois. Je pense que l'enregistrement se déroule encore parce qu'il y a encore des questions. Mais j'ajouterais un autre type de réponse. C'est que toute intervention qu'on fait, elle a des conséquences. C'est un engrenage. Alors, c'est sûr que si on intervient pour dire on enlève les bouteilles de plastique, bien là, il faut réfléchir à ce qu'on propose comme alternative. Alors ça, c'est tout le temps. Puis je pense que le modèle de base utilisé, qui est le cadre logique ou le modèle logique, ça nous habitue justement à prévoir les conséquences de nos actions parce qu'on a des étapes intermédiaires aussi. Alors, on veut savoir quelle est l'entreprise qui fait les mini-bouteilles pour la boîte à linge. Est-ce que c'est un secret? C'est pas un secret. On ne le sait pas, il n'y a personne qui le sait finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des produits qui sont distribués, ou que ce soit des produits comme celui-ci, qui sont en acier inoxydable, que ce soit vendu par n'importe qui, ça provient tout de la Chine. Tous ces produits-là sont fabriqués en Chine pour la plupart parce que ça prend des grands volumes. Donc, tous ces produits-là viennent, même si c'est des produits qui sont vendus dans des établissements qui ont dit plus vert, tout ça vient ça prend des méga-usines. Oui, c'est une question qui est très pertinente. Est-ce que, comme pays au Canada, on devrait adopter finalement la production de produits comme celui-là? Mais il faut savoir, on est juste 30 millions au Canada, donc c'est pas énorme. Donc, c'est un marché qui va saturer très rapidement. C'est la réponse que j'ai à fournir. Malheureusement, c'est ça qu'on a comme réponse actuellement. Est-ce qu'il y a des industriels ici au Québec ou ailleurs au Canada qui pourraient prendre ça en charge? Pourquoi pas? Je pense que la journée où ça va exister, c'est sûr que le choix va se faire vers ces produits-là parce qu'il faut être conséquent dans nos actions et notre logique. Je ne sais pas si la question venait des concepteurs ou des distributeurs. On sait que ça se passe en Chine, mais quels sont les distributeurs au Québec pour pouvoir les utiliser? La mini-bouteille n'existe pas au Québec actuellement. On est un peu les seuls à l'avoir découvert. Et puis,
notre crainte actuellement avec la mini-bouteille, c'est que c'est les mamans qui prennent la bouteille des enfants et qui la mettent dans leur sacoche. Même au niveau des écoles, les enseignants mettent une forte pression pour en avoir aussi, mais c'est prévu uniquement pour les enfants, c'est pour les boîtes à lunch. Mais c'est une façon de passer le message aussi, d'impliquer le parent dans le mouvement. Donc, c'est pour ça que la mini-bouteille existe. Alors, nous allons clore officiellement. Merci. Un gros merci. Et à l'instar de nombreux commentaires, on te souhaite une bonne continuité dans ton projet. Merci, c'est très, très pertinent. Alors, Ouais. C'est quand même